Bonsoir à tous, en ce dimanche 24 janvier, journée du 24 janvier qui va quasiment marquer la fin du Festival des Vagabondes, de cette 9e édition. Donc, merci d'être avec nous pour cet échange qui va se concentrer sur Anne-Laure Liégeois, metteur en scène, qui a proposé une performance, un cycle de lecture qui a été filmé hier à la Filature autour d'autrices du bassin méditerranéen. Avant de lui donner la parole, quelques mots sur là où nous en sommes du festival. Donc, le festival devait normalement se terminer le 24 janvier, mais dans son format numérique, son format digital, nous avons fait le choix de le prolonger jusqu'au 31 janvier, ce qui permet aux spectateurs qui le souhaitent de prolonger leur parcours dans les sujets que nous avons proposés en vidéo depuis le 12 janvier. Donc, encore une semaine de possibilité de regarder ce que vous n'avez pas le temps de voir. Anne-Laure Liégeois, ben, écoutez, c'est une metteur en scène que je connais depuis longtemps. Alors, j'hésitais entre le vouvoiement et le tutoiement, mais je crois qu'on va se tutoyer, ce sera plus simple, parce qu'on se connaît depuis suffisamment longtemps pour pas faire comme si. Je l'ai rencontrée d'abord comme metteur en scène au théâtre, pour des pièces qui sont plutôt des pièces de répertoire. Mais depuis quelques années, Anne-Laure s'est distinguée aussi sur une autre démarche, peut-être plus engagée, plus politique, même si l'engagement et la politique sont toujours présents, je pense, dans le travail d'un artiste. Mais deux étapes antérieures à ce festival m'ont incité à lui proposer d'être présente dans la programmation de cette édition, puisque en Avignon, au Festival d'Avignon en 2017, elle a orchestré On aura tout, un feuilleton de 15 jours de lecture consacré au texte fondateur de la République, texte éminemment politique et militant, où le statut des femmes était déjà un élément, un fil rouge important, en tout cas sur une partie des épisodes qu'elle a concocté pour le Festival d'Avignon. Et puis, dans ma vie précédente au Théâtre national de Chaillot, j'ai fait appel à elle avec Didier Deschamps, directeur du théâtre, pour à nouveau orchestrer, imaginer, construire une soirée exceptionnelle qui s'appelait la Veillée de l'Humanité, qui a eu lieu le 10 décembre 2018, pour marquer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, déclaration qui avait été signée en 1948. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur cet épisode, mais en tout cas, Anne-Laure avait à nouveau réfléchi à une soirée où la parole des artistes dialoguait avec les droits de l'homme, les enjeux politiques de droits humains, de liberté d'expression, de liberté de se déplacer, de liberté d'être qui on est. Donc, elle était plutôt une évidence pour moi au moment où, en construisant la programmation du festival, j'ai eu envie de faire dialoguer deux moments de cette programmation. Le premier, c'est le film de Jacqueline Co, Si je te garde dans mes cheveux, qui a été programmé en ouverture du festival le 12 janvier, qui est un film donc, de cette réalisatrice qui s'est attardée sur ces femmes rebelles des musiques arabes, des femmes qui, grâce à la musique, ont réussi à s'émanciper, se créer un statut dans la société, notamment dans les pays du Maghreb, et trouver une forme de liberté qui fait qu'elles étaient admirées, respectées par les hommes, et donc se créer une forme de vraie liberté d'expression dans la société. Donc ce film a été projeté le 12 janvier, volontairement en ouverture du festival et volontairement en clôture du festival. Je souhaitais que, après la musique, peut-être on donne la parole au texte et identifier un certain nombre de femmes que je qualifierais moi de femmes rebelles du bassin méditerranéen. Je ne sais pas si Anne-Laure voudra reprendre cette expression, mais en tout cas proposer que ce festival qui procède à un tour du bassin méditerranéen, je vais y arriver, on puisse faire une sorte d'état des lieux du statut des femmes autour du bassin. Le statut des femmes, il est revenu assez régulièrement dans la programmation du festival. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous l'avez probablement constaté. Et en conclusion, je trouvais assez beau de donner la parole à ces autrices qui parlent de la réalité des femmes d'aujourd'hui ou d'hier. Ça fait partie des questions que je poserai à Anne-Laure sur sont-elles toutes contemporaines ou pas? On en parlera tout à l'heure. Et donc, Anne-Laure a accepté le défi. Le défi, oui, parce que je l'ai contacté relativement tard. Comme vous le savez, avec la situation sanitaire,
tout est mouvant, les choses bougent beaucoup. Et je l'ai sollicité relativement tard pour mettre en œuvre ce projet. Et elle a accepté de relever le défi, de se plonger dans les écrits, faire des recherches, je crois qu'ont été assez nombreuses, elle nous expliquera tout à l'heure, pour construire ce corpus de textes que vous avez pu entendre tout à l'heure. Voilà, donc Anne-Laure, ben, bienvenue, merci d'être avec nous depuis Paris. Tu es donc rentrée chez toi hier après avoir procédé à la captation de la lecture, qui était en ligne cet après-midi. Je rappelle d'ailleurs que tous les sujets vidéo dont on parle sont encore en ligne jusqu'au 31 janvier, donc cette lecture, si certains d'entre vous n'avaient pas eu le temps de la visionner intégralement ou souhaitaient la revoir, il n'y a aucun problème jusqu'au 31 janvier. Bah, peut-être commencer par cette question sur la contemporanéité. Juste en deux mots, est-ce qu'elles sont toutes contemporaines ou est-ce qu'il y a des textes anciens dans les textes qui ont été retenus? Oui, alors bonjour, bonjour à tous. Alors, on n'entend pas. Là, on m'entend, là? Oui, c'est moi qui n'avais pas mis mon Ah, volume sur d'accord. Ça l'ordinateur. va, là? Oui, c'est bon. D'accord. Pas pour moi en tout cas, j'espère pour les autres, mais pour moi c'est bon. Ok. Donc, bonjour, et puis je te remercie encore, Benoît, de m'avoir lancé dans ce travail-là qui m'a beaucoup appris et et apporté énormément de plaisir. Non, elles ne sont pas toutes contemporaines. Certaines, je pense que le texte le plus ancien est le texte de Aliramo, l'autrice italienne, qui est un texte de 1906. Il y a quelques textes, il doit y avoir un texte des années 70, 80, mais on va assez rapidement aux années 2000. Et puis, il y a quand même beaucoup de textes contemporains et des extrêmement contemporains, puisque la filature a eu je sais pas, ça s'appelle de la générosité, enfin de l'intelligence de commander aussi, de me permettre de commander à Valérie Cachard et Sonia Ristic deux textes, donc qui sont écrits spécialement pour l'événement des Vagamondes et qui sont des plus contemporains là, pour le coup. Ok. Alors la première question que j'avais prévu de te poser, on reviendra après sur le choix, comment procéder au choix de ces autrices, mais euh, il y a un fait, c'est que ce festival procédait à un tour du bassin méditerranéen. Donc l'idée, c'était d'essayer d'inviter des artistes représentant chacun des pays bordant le bassin méditerranéen. On n'y est pas tout à fait parvenu, il manque certains pays. Mais finalement, la seule qui a fait ce tour complet, qui a pu se pencher sur tous les pays du bassin, c'est toi. Donc voir un petit peu qu'est-ce que tu retires, qu'est-ce que tu retiens de ce cheminement, de ce parcours, qui est symbolique de cette édition, cette 9e édition des Vagamondes. Est-ce que tu y repères des constantes? Est-ce que tu y repères des grosses différences? Est-ce que tu, voilà, à la fois en termes de liberté d'expression des femmes, mais aussi en termes de capacité à toucher un éditeur, à être lisible, à être, voilà, tout ça, c'est des questions que je voulais te soumettre par rapport à la. Ouais. Alors effectivement, je ne sais pas si je suis. C'est difficile, hein, c'est difficile d'un seul coup de. Parce ce qui était déjà assez intéressant pour moi, c'était de voir que tout ça fonctionnait vraiment comme un cercle, quoi. Le bassin méditerranéen, c'est un cercle. Et il y avait des pays que je n'identifiais pas forcément dans le bassin méditerranéen, par exemple l'Albanie, euh, la Slovénie. Enfin, j'étais pas forcément totalement. C'était pas totalement clair. Et je me suis aperçue qu'on fonctionnait vraiment, on était toutes dans un cercle. Euh, Après, dans ce que tu me demandes, est-ce que, alors, euh, j'essayais au début je cherchais un peu dans tous les pays. Et puis à un moment, j'ai vraiment pris le cercle. Je suis passée de ce qui était pour moi une espèce d'évidence de autrice du bassin méditerranéen. Forcément, j'étais au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Et puis j'ai commencé à faire le tour. Et au bout du compte, je me rends compte qu'il y a beaucoup de textes. Bon, il y a le texte de Ranes qui est en Espagne, qui est un texte donc sur un viol, mais que finalement, dans ces textes qu'on a un petit peu au début, je ne cherchais pas spécialement à faire un voyage par pays, mais j'ai essayé de faire des regroupements non pas de thématiques, mais comment un texte pouvait emmener un autre texte. Et on a au début, avec ces femmes d'Afrique du Nord, beaucoup de textes sur l'excision, sur des accouchements violents et douloureux, sur le viol. Et
C'était un peu une constante avec, en même temps, j'ai cherché aussi un espoir avec Emel Matlouti, avec cette femme qui est une Tunisienne, chanteuse, meneuse de révolution. Et puis, il y avait en continuant à remonter sur le côté droit, là, il y avait toutes ces femmes en Syrie. Et là, je suis vraiment partie de Fadwa Suleiman, qui est une poétesse que j'aime énormément, qui, là, sont des femmes militantes, sont des femmes dans la guerre, que ce soit en Palestine, en Israël, en Syrie. Alors, la petite parenthèse, mais c'est aussi une guerrière, puisque c'est le texte de Valérie Cachard, qui est une guerrière à l'intérieur de son pays. Là, c'est vrai que ça s'ouvrait vers quelque chose qui était plutôt de l'ordre du combat. Et puis, les textes les plus, finalement, les plus euh, rentrants, mordants, sont des textes que je trouvais en, en Croatie, en Slovénie, en France. Et j'ai souhaité finir par le texte de Virginie Despentes, qui est quand même un texte qui, qui est très très frontal et voilà, qui est un texte français. Donc c'est vrai que j'ai du mal à dire parce que mes recherches sont forcément orientées et je n'ai pas, je n'ai aucune vision totalement générale, hein, je n'ai pas cette prétention-là. Mais il est vrai que les textes d'Afrique du Nord sont des textes qui sont peut-être plus anciens et dans une violence, et une violence, et je peux me demander aussi aujourd'hui, est-ce que j'ai trouvé ces autrices euh, plus anciennes parce que je n'arrive pas à en trouver. J'ai cherché des plus contemporaines, mais je ne les ai pas forcément trouvées tout de suite. Mais sans doute il y en a, mais il se trouve que je ne les ai pas trouvées tout de suite. Donc est-ce qu'il y a, comme dit Sonia Ristic, qui elle en Croatie, va dire qu'il y a finalement il y a une régression. Est-ce qu'il y a une régression? Est-ce que comment je me permettrai pas d'interpréter mes recherches, et je suis face à un fait, quoi, que je suis tombée sur des textes qui étaient parfois plus anciens, avec des difficultés pour trouver des textes nouveaux. C'était difficile. Il y a un pays qui n'est pas représenté, la Libye. Et je n'ai pas trouvé, je n'ai pas réussi à trouver. Il y a des autrices libyennes, mais après, il y a des autrices, mais est-ce qu'il y a des éditeurs qui éditent les autrices? C'est parfois beaucoup plus difficile de trouver pour certains pays. Il y a le Chypre et le Monténégro qui ne sont pas non plus représentés. Voilà. Je dois dire que concernant la Libye, j'ai été confronté à la même chose, à la même problématique sur le spectacle vivant. Difficile d'identifier, y compris des artistes libyens en exil qui pourraient proposer quelque chose. Donc il y a une vraie espèce de blackout sur ce pays dont finalement on parle peu ces derniers temps. C'est pas trop Mais en là-bas. fait, une source importante, c'est Internet. Et quand on cherche juste poétesse, et puis qu'on met un pays derrière, on voit bien qui nous est présenté. Alors des fois, c'est très difficile même de mettre poétesse, on met poète, et puis au milieu d'un très grand nombre d'hommes, on va trouver quelques femmes. Des fois, il faut avancer très loin pour trouver une femme, et des fois des femmes qui sont décédées, et parfois une contemporaine. Et ensuite, pour la trouver, c'est difficile. Et puis pour la trouver traduite aussi, c'est difficile. Et le texte de la Palestinienne, là, c'est un texte qu'on a trouvé en arabe et qui a été traduit, que je n'avais pas réussi, Valérie Cachard l'a traduit. Je n'ai pas réussi à trouver le texte. Alors, il y a des autrices palestiniennes traduites, mais je ne suis pas en train de dire, hein, pas en train de dire des choses scellées. Mais voilà, des fois, c'est plus facile. Et est-ce que ça veut dire quelque chose? Bon, du coup, tu as déjà commencé à répondre à ma question suivante, qui était comment procéder au choix de ces textes. Euh, Par pure curiosité, combien de découvertes, du coup, à travers ce travail, puisqu'il y a forcément dans les autrices des femmes que tu côtoies déjà, soit à travers les deux étapes que j'ai évoquées tout à l'heure,
On aura tout à Avignon en 2017 et La vie et l'humanité. Mais ça a été l'occasion de découverte pour toi et comment tu les as identifiés, comment tu as procédé? Tu évoquais le net, puis tu disais aussi hier, on avait une émission à la radio MNE où tu accordais une interview expliquant qu'en période Covid, les bibliothèques sont fermées, les librairies aussi l'étaient au printemps. Comment tu as procédé du coup pour monter le cursus? Ouais, en fait, il a fallu, internet est un outil, assez remarquable déjà, et puis ensuite il a fallu commander les livres, il a fallu attendre que les livres arrivent, ensuite il a fallu les lire. Donc je pense que j'ai lu énormément de tout ce que j'arrivais à trouver. En fait, je le lisais. J'ai vraiment des piles, je les ai pas comptées, mais je ne sais pas exactement combien de textes finalement, de romans, de livres de poésie j'ai lu, mais il fallait. Puis il y en a beaucoup évidemment que je n'ai pas utilisés, puis certains dans lesquels finalement je les lisais, puis je ne trouvais pas ce qui pouvait intéresser le propos, ou alors c'était une redite avec un autre texte, ou alors ça ne pouvait pas entrer dans une dramaturgie d'ensemble. Je crois qu'il y a eu ce qui était assez intéressant pour moi, c'était de travailler sur la Palestine et l'Israël, et de voir, et finalement, je connaissais assez mal l'écriture israélienne. J'avais envie de choisir une poétesse, d'aller plutôt du côté de la poésie pour Israël. Et il a fallu que j'interroge une universitaire qui me donne des noms, parce que je n'arrivais pas, les noms que je trouvais, les livres que je regardais sur Internet ne m'intéressaient pas. Et finalement, j'ai découvert Tal Nitzan, qui est une poétesse et qui fait des anthologies de poésie engagée. Donc j'ai découvert aussi la poésie engagée israélienne. Voilà, c'est vrai que du côté de la Syrie, j'avais beaucoup plus travaillé pour des travaux avec l'Institut du monde arabe, mais aussi pour liés à Fatwa Souleyman ou à, ouais, ou à Mahmoud Darwish. Le travail que j'avais pu mener voilà, par rapport à la Palestine, au Liban, j'avais beaucoup plus je connaissais beaucoup plus de choses. Mais bon, là, par exemple, c'est une découverte. J'ai une autre découverte, c'est le texte que j'ai lu, qui est un texte de Kiki Dimoula, qui était une poétesse que je ne connaissais pas. Donc, je suis tombée. Alors là, c'est aussi parce que son nom, au début, je me suis dit, mais qui s'appelle Kiki Dimoula? Et du coup, j'ai commencé. Là, j'ai acheté son livre, j'ai essayé de trouver des textes, et puis ensuite est arrivée une anthologie de la poésie grecque que j'avais commandée avant, et j'ai été très contente d'avoir commandé Kiki Dimoula, parce que dans l'anthologie de la poésie grecque, il y a, je ne sais pas, il y a même pas 10% de textes de poétesses, de femmes. Mhm. Donc, bon, voilà quoi, ce que ça dit. Je pense que les femmes écrivent autant que les hommes, mais se permettent-elles d'écrire? Sont-elles reconnues? Sont-elles éditées? Oui, c'est ça aussi, la question de l'édition fait qu'on peut trouver facilement, j'imagine, sur le net, celles qui ont une visibilité grâce au réseau des éditeurs et des- des milieux de la littérature, mais ça veut dire qu'il y a un grand blackout, enfin tout un voile sur plein d'autres femmes, j'imagine, qui n'ont pas accès à ces réseaux-là. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec des vivantes aussi, parce que c'est elles qui vont nous parler d'autres femmes qu'elles connaissent, et dans les pays proches. Enfin, ça a commencé un petit peu de cette façon-là avec Valérie Cachard aussi, qui elle est à Beyrouth. Et du coup, bon, il faudrait recommencer une aventure avec des commandes, et des commandes à des femmes pour parler de cet instant-là, quoi, de Mhm. l'instant que l'on vit. Mais c'est possible, parce qu'il y a une chaîne qui se forme. Et cette idée de la chaîne, c'est une idée qui me, qui me plaît beaucoup, parce qu'elle m'a plu sur le bassin méditerranéen. Je me suis aperçue que c'était des maillons, tous ces pays et toutes ces femmes étaient des maillons d'un grand cercle. Et je vois avec les autrices vivantes que ça fonctionne aussi comme ça, et avec les comédiennes qui étaient à la fois des comédiennes plus âgées,
plus jeunes, tout au début de leur parcours dans le théâtre. Et il y avait aussi cette, on va dire, cette fraternité, cette sororité, enfin, en tout cas, une humanité. Voilà, ça circulait entre nous, mais ça circule entre humains, hein. C'est ça qui est bien quand on est un être humain. C'est l'avantage, c'est d'être ensemble. J'ai envie de poser la même question par rapport au casting des comédiennes qui ont lu les textes. Donc, il y a une particularité, c'est que la filature t'a suggéré d'inviter les élèves de la classe préparatoire théâtre. Pour Mmh. mémoire, la filature anime chaque année une classe préparatoire pour une dizaine de jeunes issus de la diversité socioculturelle qui préparent les concours d'entrée aux écoles supérieures d'art dramatique, l'école nationale. Et on a proposé à Anne-Laure de faire appel aux 5 jeunes femmes qui sont membres de la promo 3, la troisième promotion. Mais ensuite, il y a des vraies fidélités, je crois, avec les comédiennes que tu as amenées, toi, de ton côté, Nora Krief, Anne Girouard, on a accueilli à la filature à la rentrée dernière pour les lectures autour de Fuir le fléau. Comment as-tu fait ton choix? Est-ce que c'est juste des fidélités, des complicités qui sont une évidence pour toi ou il y a d'autres Ah bah, la complicité, la fidélité, oui, ça, c'est une évidence pour moi. Voilà, que ce soit Nora, Anne. J'ai découvert Yasmine parce qu'à chaque fois, sur chaque aventure, j'ai aussi envie de rencontrer de nouvelles comédiennes. Donc, Yasmine, je ne la connaissais pas et c'est Marie Descourtieux à l'Institut du monde arabe qui m'a donné ses coordonnées. Sana, c'est une personne qui lisait le texte de Fatima Mernissi, qui est quelqu'un que je rencontre maintenant parce qu'on travaille ensemble sur un spectacle avec Amal Ayouch aussi autour de Fatima Mernissi. Et puis Lise, c'est aussi une fidélité puisqu'elle était elle est dans le Don Quichotte, c'est quelqu'un qui a une présence vraiment intéressante d'assistante aussi, qui est vraiment formidable. Donc en fait, il y a ces fidélités, puis il y a ces rencontres, et ce qui était assez formidable, c'est qu'on était absolument tout ensemble et qu'il n'y avait pas, je me suis pas dit, je vais distribuer des textes plus faciles aux jeunes filles qui sont, voilà, c'était de se dire, je faisais quand même, je faisais attention à l'âge qui pouvait être à l'intérieur des textes. Par exemple, quand Ansma dit un texte sur l'excision d'une petite fille de 6 ans, j'avais envie que ce soit plutôt quelqu'un de jeune qui puisse dire ce texte. Je faisais attention, j'ai juste fait attention aux âges, et puis voilà. Et elles se sont emparées des textes avec autant d'énergie et d'engagement que n'importe quelle comédienne. Enfin, tout le monde a, c'était assez beau de sentir cet engagement de toutes, quoi, sur un temps. C'est vraiment c'est des aventures qui tiennent de la performance, et ça doit aller vite, et ça a été vite, et c'était fulgurant, voilà. C'était hop, on est venu, et puis hop, on est parti. Voilà. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous avez une fonction converser qui se trouve en bas de l'écran Zoom, et que vous pouvez sans problème poser vos questions. Vous pourrez même lever la main tout à l'heure pour peut-être poser vos questions oralement si vous le souhaitez, mais en tout cas, converser vous permet d'ores et déjà de rédiger les questions que vous souhaitez nous soumettre. Après, j'avais une question qui est peut-être un peu compliquée, un peu vaste, mais bon, je la tente quand même. Comme tu t'es penché, encore une fois, sur ces 3 périodes, 2017, 2018, 2021, par rapport au statut des femmes, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a quand même tu citais l'espoir tout à l'heure avec le texte issu de… J'ai oublié le nom, évidemment. Est-ce que tu ressens dans les témoignages de ces auteurs l'espoir, ou plutôt le durcissement de ce monde qui pose question sur de plus en plus de sujets, semble-t-il, ou est-ce que on dit souvent que le monde est en voie d'apaisement malgré tout, malgré les violences, malgré et notamment, j'avais lu quelque part qu'un des critères pour estimer qu'un pays évoluait, avançait vers la démocratie, c'était l'autorisation donnée aux femmes de contrôler leur corps. Et que finalement, alors c'est un texte qui date d'il y a quelques années, hein, qui date de moins d'il y a 10 ans, mais que le monde était en voie de pacification progressive parce qu'il y avait un progrès de ce côté-là.
Toi, quel est ton sentiment par rapport au travail que tu as mené entre 2017 et aujourd'hui? Je vois que j'ai changé un peu dans ma façon de procéder, c'est-à-dire que quand en 2017, il y avait trois journées qui étaient consacrées aux violences faites aux femmes, au harcèlement sexuel et au progrès, disons, un troisième. Euh, Bon, alors la situation était différente parce qu'il y avait des hommes aussi sur le plateau, enfin, mais à chaque fois sur ces trois modules, c'était que les femmes qui étaient, parce que c'était un spectacle qui était fait avec des comédiens amateurs et des comédiens professionnels, et c'était que les amatrices, les professionnels qui étaient à ce moment-là sur le plateau. Donc il y avait déjà quand même une volonté de Là, quand il a été question des femmes du bassin méditerranéen, c'est la commande n'était pas forcément, enfin, au début, en tout cas, peut-être que c'était induit pour toi, mais la commande pour moi n'était pas. Je me suis dit naturellement, ce ne seront que des autrices et naturellement, ce sera défendu que par des femmes. Mais il pouvait y avoir sur les femmes du bassin méditerranéen, il y a des hommes qui parlent magnifiquement des femmes aussi du bassin méditerranéen, mais ça m'a semblé absolument nécessaire que ce soit d'aller chercher peut-être un travail effectivement plus difficile, que ce soit uniquement des autrices qui parlent. Et ça, en 2017, c'était pas quelque chose, ça ne m'avait pas, ça ne m'avait pas traversé la tête en fait. Donc je pense que peut-être ça s'est durci parce que j'ai cette envie de se dire qu'il y a une parole qui doit absolument se prendre, qu'il y a depuis 2017 une espèce de conscience d'action nécessaire, difficile, et puis parfois un peu au forceps aussi, parce que je me prive aussi d'auteurs remarquables masculins, mais qu'il y a une nécessité là. Donc, je ne sais pas si ça veut dire que ça. En fait, la lutte se durcit. Je ne sais pas si la situation s'améliore. Sincèrement, je ne suis pas sûre. Peut-être que dans les pays qui sont plus européens, enfin, ça va peut-être. Oui, voilà, ça va quand même pour nous. C'est aussi faire ce travail, on se dit, bah, voilà, en France, on a Virginie Despentes. Virginie Despentes peut absolument tout dire et Mmh, mmh. absolument comme elle le veut, et avec humour, avec violence, elle peut le dire. Virginie Despentes n'est pas marocaine et ne parle pas au Maroc. Enfin, on n'est pas toutes on n'est pas toutes au même endroit. Maintenant, j'ai presque envie, le texte d'Agatha Tomásic que lisait, le deuxième texte que lisait Nora Krief, qui dit je hais, enfin justement par rapport au corps des femmes, qui disait je hais le fitness, et puis qui était dans cette chose qui parle justement du corps, et de se dire que de se sculpter un corps comme ça, c'est quelque chose qui ne lui plaît pas, finit quand même par non, le monde ne sera pas plus joli. Le seul qui puisse dire que le monde est joli, c'est celui qui se fourre la tête dans un tas de fumier et qui continue à croire que ça embaume. Donc, et ça, c'est un texte qui vient de sortir. Hein. Je ne crois pas que le monde soit plus joli. Enfin, il est compliqué en plus. Bon, c'est compliqué là, on a une espèce de parenthèse qui va amener vers quelle explosion, quelle régression, quel progrès, je ne sais pas. Tu as parlé de l'outil Internet pour faire tes recherches. Est-ce qu'on a le sentiment quand même qu'Internet, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes d'ailleurs, permet de porter plus loin la voix de certains auteurs et de leur donner une visibilité qu'ils n'avaient peut-être pas avant? Il y a peut-être une avancée à saluer, c'est celle-ci, de pouvoir… Peut-être, mais chercher sur Internet, c'est enfin, réussir réussir à trouver un texte je sais pas, d'une de ces autrices sur Internet, c'est très difficile, quoi. C'est pas. Bon, je pense que Dacia Djebar, algérienne, voilà, qui a toute sa carrière et toute cette reconnaissance, on peut le faire, de trouver. C'est peut-être plus facile sur Facebook, en fait. Il y a aussi Inchafouni, la palestinienne, c'est aussi un texte trouvé sur Facebook.
Donc Sur Facebook, d'accord. là, il y a par Facebook, il y a quand même bah, voilà, des femmes qui publient des poèmes. Et je me souviens aussi d'un travail fait avec les Refugees of Rap que j'avais rencontré par Facebook et qui, eux, sont des rappeurs syriens. C'était vraiment... voilà. C'est vrai que c'est une communication qui est peut-être plus simple. Enfin, j'ai trouvé souvent des textes sur Facebook plus que sur Internet. Bon, Alors, est-ce qu'il y a des questions de... Non, pas de questions pour l'instant. Euh, Je crois que tu as retenu Soska, en fait, dans la sélection, parce que j'ai pas pu, moi, voir tout le tournage hier, puisque j'étais attendu ailleurs. Et donc, ouais. Soska, rappeuse égyptienne, il y a quelques liens avec la musique, du coup, dans la sélection que tu as Bah, faite. écoute, c'était un hommage que je voulais faire à Jacqueline Coe, qui a fait quand même un travail absolument remarquable avec le film sur les femmes rebelles des musiques arabes. C'est vraiment c'est très beau à regarder, enfin, l'évolution et puis les images, enfin, ce reportage est très très beau et évidemment j'ai été particulièrement sensible à cette rappeuse, dire que d'être rappeuse déjà c'est pas forcément facile, c'est quand même un monde d'hommes. Et donc, il y a beaucoup plus de rappeurs que de rappeuses. Et puis, rappeuse égyptienne, c'est énorme. Et rappeuse égyptienne avec des textes féministes, c'est quand même assez remarquable, quoi. Et le spectacle finit par Soska, par par la chanson que dans le film de Jacqueline Coe, elle est en train de composer. Et, D'accord. je marche dans la rue et j'ai pas peur. Et je voulais que ça finisse par ce signe-là, par rapport au vagabond et par rapport au travail de Jacqueline Coe. Ok, ben merci Anne-Laure de ton témoignage, d'avoir pris ce Euh, temps pour échanger avec nous. Il est peut-être temps de poser des questions si vous en avez. La première est toujours la plus difficile à venir. On va vous laisser quelques secondes pour ça. Pendant ce temps, je rappelle que le film de Jacqueline Coe, Si je te garde dans mes cheveux, est toujours visible sur Internet jusqu'au 31 janvier. Il est le seul sur lequel il faut demander un code d'accès il est protégé. Ça ne veut pas dire qu'il est compliqué d'y accéder, hein, parce que on a fait le constat que le nombre de vues de ce film est un peu inférieur aux vues des autres sujets. Donc n'hésitez pas, mais vous l'avez peut-être déjà tous regardé. Et puis je vous invite à être attentif à un autre film de Jacqueline Coe, en fait, dans lequel apparaît Soska sur la fin du film, qui s'appelle 8 Bad Girls, qui est un deuxième film où elle traite un peu du même sujet, mais avec une perspective historique beaucoup plus large. Elle part dès le 15e ou le 16e siècle, je crois, pour dresser le portrait de 8 femmes qui ont marqué l'histoire de la musique, des musiques arabes. C'est un second film qu'il est assez intéressant de voir. Il faut surveiller pour voir quand il est disponible. On le programmera probablement un jour. Voilà, bah écoutez, Alors moi, je voulais dire un truc, c'est que je suis en train de regarder qui regarde. Alors je sais qu'il y a parce que il n'y a pas les images, mais il y a les noms. Donc je sais qu'il y a des hommes qui regardent avec ces femmes, mais tous les noms qui sont affichés ne sont que des noms de femmes. Benoît, tu es le seul homme. Il y a Martine, Isabelle, Géraldine, Valérie, Marguerite, Myriam, Edwige, Emmanuel, Sindel. Bon, mais je sais qu'avec ces femmes, des hommes regardent. Mais quand même, voilà, le constat qu'on fait par rapport à... C'est une transition vers le bilan du festival que je souhaitais faire, ce premier bilan du festival que je souhaitais faire ce soir, puisqu'il se terminait normalement le 24 janvier, et l'essentiel de la programmation est maintenant accessible en ligne. C'est que le direct, ce qu'on propose à un instant T, n'est pas forcément le plus prisé. C'est-à-dire que les chiffres d'audience, entre guillemets, des vidéos que nous avons proposées sur Internet, augmentent au fil des jours et qu'on peut avoir assez peu de monde sur une première diffusion et aller très, 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 très loin dans les chiffres de ceux qui regardent les vidéos tranquillement à leur rythme.
Donc, c'est quelque chose à souligner. Là, j'espère qu'il y a des hommes qui prendront le temps de regarder cet échange que nous enregistrons. Là, on est en train de l'enregistrer de manière à pouvoir le conserver. Et, pardon. Ah, il y a une question, me dit-on. D'accord. Alors, quelle est la question? Je vais regarder tout de suite dans Converser. Alors, je relis. Merci beaucoup pour cette lecture fascinante et cette rencontre. Je n'ai pas de questions en lien avec le spectacle. Celles de Benoît André ont été très pertinentes. En revanche, est-ce que vous connaissez Serena Dandini, actrice italienne, qui a notamment écrit Ferite a morte, blessée à mort? C'est une autrice. C'est une autrice. Oui, pardon, ça a été corrigé. Alors, bah, moi, je ne connais pas et je note. Donc, une découverte à faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui émergent? Non, alors je vais conclure cette rencontre en faisant un rapide bilan de l'édition, la 9e édition des Vagabondes. Je dois dire que je suis assez heureux du résultat qui se dessine, puisque les vidéos sont encore visibles jusqu'au 31 janvier, je le redis. Donc, les chiffres que nous mesurons aujourd'hui ne sont pas les chiffres définitifs, mais ils sont plutôt encourageants pour une équipe qui a fait le pari de modifier, transformer complètement le festival en 3 semaines, puisque nous nous sommes mis au travail autour du 15 décembre, quand nous avons compris que les salles ne rouvriraient pas le 15 décembre comme prévu. Donc le travail a été fait dans une énergie et une précipitation, j'ai envie de dire, qui a mis toutes les équipes sous pression, pour être clair. Il y a un travail assez exceptionnel qui a été réalisé par l'ensemble des équipes pour permettre ce festival d'exister, pour permettre à ce festival d'exister. Donc, le choix du numérique est un choix qui, pour moi, est une solution temporaire. Ce n'est pas la solution idéale. Je pense que le spectacle vivant sur un écran ne remplacera jamais l'expérience partagée dans la salle de théâtre avec les artistes, avec le souffle, l'énergie, tout ce qui se passe dans un lieu où on est ensemble. Donc, vivement la réouverture des salles, dès que possible. En revanche, si on doit regarder objectivement le résultat, on sait qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 12 000 vues sur les spectacles, et les rencontres, les tables rondes, les films. Alors, il nous manque encore les chiffres des films d'Arte que nous aurons en début de semaine. Mais d'ores et déjà, cette audience qui n'est pas encore définitive, elle correspond au double de ce qui est normalement la fréquentation d'un festival en salle. Donc, quelque part, c'est plutôt rassurant et une belle récompense pour les équipes de voir que la fréquentation sur le web peut aussi atteindre des chiffres qui font qu'on sait qu'on a dépensé beaucoup d'énergie, aussi des budgets pour réaliser ces captations et les rendre accessibles sur le web, et qu'en face, le public est là. Donc, un grand merci à tous les spectateurs qui ont suivi le festival et qui continueront à le suivre jusqu'au 31 janvier. Je tiens aussi à remercier tous les partenaires qui, normalement, devaient accueillir des spectacles du festival. Je rappelle que le festival est porté par la filature, il est imaginé par la filature, mais en partenariat, en dialogue, en échange avec des partenaires de la région. Je n'essaierai pas tous les citer là, je vais forcément en oublier, mais ces lieux ont joué le jeu, participent pour certains au financement de la venue des artistes qui sont venus à Mulhouse pour répéter et filmer leur spectacle. Donc, je tiens vraiment à les saluer, puisqu'ils n'ont pas lâché le festival en race campagne, mais ils ont bien été à nos côtés et relayé l'information aussi sur tout le travail qui a été mené pour l'accès en digital. Voilà, donc merci à eux. On va maintenant s'atteler à préparer l'édition, la 10e édition. Donc, j'annonce d'ores et déjà que le Festival des Vagabondes va changer de date. Il aura lieu au mois de mars désormais. Pour une raison simple, c'est que je souhaiterais que les temps de travail de création accordés aux compagnies soient plus importants. Or, le mois de janvier, avec la pause de Noël et du Nouvel An, fait qu'on n'avait pas trop des disponibilités de plateau pour faire travailler les artistes. Donc, les créations seront, je l'espère, plus nombreuses à l'avenir, avec un festival qui aura lieu au mois de mars. Et avant de conclure, je voudrais rappeler qu'on a encore un événement qui nous attend le 29 janvier, le spectacle d'Olivier Dubois, Hitmarag, qui était un des moments forts de cette édition,
puisqu'il fait écho au 10e anniversaire de la Révolution égyptienne. C'est un projet qu'Olivier Dubois, chorégraphe français, a créé enfin est en train de créer, il ne l'a pas encore créé, est en train de créer avec une équipe de 7 jeunes musiciens et danseurs venus du Caire. Donc, ils sont le reflet de la culture populaire égyptienne d'aujourd'hui. Ils sont issus d'un mouvement qu'on appelle le Maraganat, mouvement musical et chorégraphique proche de l'électro-shahabi. C'est une musique qui est maintenant qui résonne beaucoup dans les rues égyptiennes, mais qui est aussi qui s'impose dans les mariages maintenant, dans les fêtes de village. C'est ces groupes-là qui sont invités pour animer et donner de la joie dans les moments de rencontre. Et donc, Olivier Dubois a fait le choix d'inviter ces musiciens et danseurs et de leur proposer un plateau. Et quel plateau, puisqu'il s'agira du plateau de la filature. Donc, le spectacle devait être créé au début du festival. Quelques péripéties ont fait que le spectacle a dû être décalé de 15 jours, mais j'ai souhaité le maintenir pour que l'équipe puisse venir travailler à la filature pendant une semaine. Donc, ils arrivent demain matin. Ils vont prendre possession du grand plateau de la filature demain matin et créer leur spectacle en fin de semaine. Il y aura une rediffusion. Cette diffusion, elle est unique. Elle ne sera pas accessible en replay comme les autres vidéos, pour des raisons que je n'évoquerai pas ici. Mais donc, le 29 janvier à 20h, rendez-vous avec Hitmarag, donc spectacle d'Olivier Dubois, qui va naître sur le plateau de la filature cette semaine. Donc, c'est une belle manière de marquer aussi le principe du soutien à la création, du soutien aux artistes. C'est une des missions importantes d'une scène nationale qui n'est pas là que pour faire de la diffusion de spectacles existants, mais aussi d'accompagner les artistes dans des projets qui sont en devenir. Aussi dire qu'Entreprise, spectacle d'Anne-Laure Liégeois, que nous devions accueillir dans quelques semaines, va malheureusement ne pas pouvoir jouer dans nos salles, puisqu'il est maintenant à peu près certain que les salles ne rouvriront pas de sitôt, mais nous travaillons à une version digitale, encore une fois, qui sera probablement, je parle prudemment parce qu'on est en train d'en discuter avec Anne-Laure, il faut qu'on trouve le bon mode de diffusion, mais on va probablement vous le proposer de le découvrir via l'outil numérique. Et puis, il y aura d'autres rendez-vous avec Anne-Laure Liégeois dans l'avenir, on en parle déjà. C'est un travail que je souhaite accompagner et montrer, partager avec le public alsacien. Donc, on retrouvera Anne-Laure très vite. Voilà, merci à toi Anne-Laure d'avoir joué le jeu de cette rencontre. Merci aussi pour cette belle sélection de textes qui va rester pour moi un moment important. Je vais le re-regarder tranquillement puisque je n'ai pas eu l'occasion de le voir, le vivre autant que je souhaitais hier. Et merci à vous d'avoir partagé avec nous ce temps de festival, cette soirée. Et j'espère qu'on vous reverra très très vite dans les salles de la filature dès que le Covid nous le permettra. Bonne fin de soirée à tous. Merci Benoît.